Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va parler d'un vaisseau particulier, en particulier, qui n'est autre que le RSI Constellation Andromeda, qui est un starter pack également. Alors là, on attaque une toute autre catégorie de vaisseaux, on va dire, là c'est du medium height, on va dire du grand médium. Alors, ce vaisseau, on le trouve en starter pack aux alentours de 330 euros à l'heure actuelle, et un petit peu moins cher en standalone, il est aux alentours de 280, je crois, dans ces eaux-là. Et on va parler un peu donc des avantages, des inconvénients de ce vaisseau, hein. On va discuter un peu de son cas. C'est un vaisseau qui est intéressant sur bien des points, mais qui a aussi des inconvénients sur pas mal de points également. Alors déjà, in-game, vous allez le trouver celui-là au New Deal, à Lorville, sur la planète Hearthstone, pour la modique somme de 3 548 000 AUEC. Alors vous pouvez le trouver aussi en location à New Babbage,
en location à ERA 18 et en location également à Horizon. Donc vous pouvez le trouver sur Microtech, Arcorp et Crusader, mais uniquement en location. Alors la bête, il est considéré comme un medium freight, un gunship également. Son rôle c'est multi-rôle justement. C'est un size 4, donc un taille 4. On peut le piloter avec une personne. Il a une résistance totale de corps de 181 344, ce qui est plutôt pas mal. Les dimensions sont de 27,75 sur 63,5 et 15 mètres 25 de haut. Le poids est de 430 tonnes, plus ou moins, à 57 kg près. En vitesse SCM, à l'heure actuelle, on attend de voir les master modes, mais pour l'instant, il est à 144 mètres secondes. En vitesse, en afterburner, il est à 911 mètres secondes. En manœuvrabilité degrés secondes, en pitch, il est à 25. En yaw, il est à 25. Et en roll, il est en 65. Donc c'est un bon vieux gros lourdeau, hein. C'est pas un foudre de guerre niveau manœuvrabilité. Le réservoir d'hydrogène a une capacité de 660 000 litres. Et en fuel quantum, il a une capacité de 3000 litres, soit 500 litres de plus qu'un freelancer. Mais on est quand même sur une catégorie supérieure, hein. Alors, en DPS, là il est d'origine, hein. Ce que je vous présente, c'est le RSI Andromeda Constellation d'origine. Il est, avec son armement, tout d'origine, il est à 1570 DPS pour 320 en alpha. Et les tourelles, elles, provoquent 1231 DPS. Donc à rajouter aux 1570, hein. Et donc 1231 DPS pour les tourelles avec 160 en alpha. Et les missiles, parce qu'il en a une sacrée flopée, ça représente un total de 81 305 estimation des dommages, hein, 81 305. Les boucliers, enfin le bouclier, donne 100 000 HP de résistance et 440 HP de régène seconde, hein. 440 HP seconde de régène. Il consomme 5115 points d'énergie alors que son power plant en produit 11 875, ce qui est plutôt large, hein. Ça laisse libre cours à certaines options quand même. Par contre, il dégage 508 K, ouais, 508 K de chaleur, mais son système de refroidissement peut en gérer 8560. Donc là aussi, on est large, hein. Par contre, en électromagnétique, il est à 11 340, ce qui est pas énorme au vu de sa taille. Et en infrarouge, il est à 15 998, donc 16 000, hein, on peut dire. Ça fait déjà, là, en infrarouge, ça commence à être plus sérieux déjà, hein. Alors, d'origine, il est équipé de repeater laser, ce sont des Rhino, des CF447 Rhino. Sur le dessus, on peut adapter deux armes de taille 5. À une époque, on pouvait aussi mettre deux armes de taille 5 en dessous, mais ça a été enlevé, parce que les armes de taille 5 touchaient le sol, ce qui n'était pas très pratique à l'atterrissage. Donc en bas, vous aurez automatiquement deux armes de taille 4, mais vous pouvez mettre au-dessus deux armes de taille 5. Et pour les tourelles, ce sont deux armes de taille 2, et c'est aussi des badgers, donc des laser repeaters. Ensuite, il a toute une ribambelle de missiles. Alors, il en a, je vais vous dire ça, il en a une cinquantaine, hein, il me semble. Sur un rack, il a 6 Strike Force 2. Il en a 6 autres, ça fait 12. Encore 6. Ouais, ça fait 24 missiles de taille 2, des Strike Force. Et ensuite, il a 4 racks de 7 fois des Markman taille 1. C'est ça, non? 1, 2, 3, 4. Ouais, donc il a 28 missiles taille 1. Donc on comprend pourquoi on arrive à 81 305 de dommages, hein. Le shield,
C'est un 5CA Acura. On peut trouver mieux, hein. Il a deux power plants, ce sont deux des breaks. Il a deux systèmes de refroidissement, des Frostar X. Ça, par contre, je vous conseillerais peut-être de les changer. C'est pour pouvoir sauter en quantum plus rapidement après. Ensuite, qu'est-ce qu'il a d'autre? Eh bien, ensuite, le Quantum Drive, c'est un beau long. Et qui mérite très bien son nom. Il est beau, mais il est long. Il est très long. Donc là, on a toutes les informations techniques. Alors, il existe des peintures. C'est vrai que j'avais oublié de parler des peintures. Alors, il en a quelques-unes, hein, et donc il en a quelques-unes. Il en a deux, je crois, qui sont disponibles in-game. C'est le Dark Green et je sais plus lequel après c'est. Bah, après, il a tout un tas de couleurs de skins disponibles sur le site RSI à l'achat. C'est une petite somme hein, quand même, hein, voilà. Mais il en a, oui, oui, il en a un, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8. Ouais, il a au moins 8 skins. Donc, oui, ça commence. Et par contre, le Dark Green, on peut le trouver à Cousins Crow Horizon ou à Omega Pro à New Babbage. Ensuite, Auspicious, non. Euh, je crois qu'il n'y a qu'une couleur Dark Green. Ah, il y a du Dark Green. Oui, non, bah non, c'est celui que je disais, ouais. Dark Green, Polar, non. Ouais, il n'y a pas tant que ça de Thornberry, ça c'est la main. White Terran, non. Euh, Polar, Green. Invictus, non, pareil. Oui, il a que le Dark Green disponible in-game. Donc à Horizon et à New Babbage. Faudra se contenter de ça. Faudra se contenter de ça. Alors, autrement, d'aspect, bah, il ressemble à ça. Alors là, il est avec le VTOL activé. Alors, je vais vous montrer une vue du dessus. Donc là, on passe de l'autre côté. On va passer sur l'arrière. Voilà, on va recentrer un peu. Ah oui, c'est vrai que c'est inversé. Voilà. Donc là, je le fais avec moteur activé. Moteur éteint. Donc on va se mettre comme ça. Hop. Et on va monter. On va monter. Et voilà, du dessus, en gros, à quoi ça ressemble. Il n'est pas vilain. J'aime bien, moi, l'aspect extérieur. Il est très classe. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu très sympa comme ça. Alors, on va se remettre en vue arrière. Hop, hop, hop. Voilà. Et on voit à l'arrière son petit chasseur parasite, hein, on voit les deux réacteurs, enfin on devine la forme, la silhouette du Merlin qui est derrière. Alors c'est un vaisseau sur lequel je vais revenir très brièvement. Là on va passer en vue intérieure. Donc voilà la vue cockpit qu'on a, avec écran transparent, ce que je trouve plutôt sympa d'ailleurs. Une instrumentation très très complète, hein, vous voyez, 5 écrans en haut, 2 écrans en bas, c'est lisible.
facilement observable. Il y a tout un tas de systèmes, hein. Il est plutôt sympa pour ça, hein. Moi j'aime bien le poste de pilotage, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le poste de pilotage. Donc on a toutes les informations. Donc là j'allume les moteurs. Quand on allume les moteurs, hein, on sent qu'il y a quelque chose dans la salle des machines, hein, quand même, hein. On le sent bien, hein. Alors, bougez pas, j'ai oublié de faire une petite chose. Je vais tout de suite réparer cette erreur. Hop. Euh, hop. Voilà. Et donc là, bon, on voit le cockpit. Donc j'ai laissé allumer. On va aller visiter un peu l'intérieur. J'espère qu'on se fera pas attaquer par un PNJ ou autre. Donc là, le cockpit, donc avec une place pour le copilote, le deuxième copilote. Alors ils peuvent avoir des tâches assez variées, hein. D'ailleurs, je vais me mettre à la place d'un copilote. Vous allez voir comment il voit. Hop. Voilà. Et pour allumer, si ma mémoire ne me fait pas des... Voilà, Power On, c'est juste là. Voyez. Donc il arrive à voir quand même son environnement. Il fut une époque où on avait un écran noir, donc ça masquait complètement la vue. Là, au moins, on a des écrans transparents, donc maintenant, on peut voir correctement ce qui est devant nous, ce qui est quand même beaucoup plus sympa. Et donc, vous avez tout un tas d'interactions. Donc, au niveau du menu, on peut intervenir sur quoi exactement? Bah, sur tout ça. Donc, les coms, la puissance, les boucliers, les armes et gérer la chaleur. Qui est plutôt pas mal. Qui est plutôt pas mal. Alors, dans le cockpit, on trouve accès aussi aux deux tourelles. Donc deux tourelles défensives, une en dessous et une au-dessus. Donc on va prendre celle du dessus par exemple. C'est peut-être la plus sympa, celle du dessous. Bon, elle est utile, hein, mais pas si bien que ça au final. Alors, est-ce que c'était là? Non, c'était peut-être là, non. Exit, non. Alors ça va être là, la puissance. Ah, oula. Ah, peut-être un peu bugué ça. Euh, ah, oui, d'accord. Donc là, on a accès à une toile. Qui monte assez haut, hein, quand même, hein. On a une bonne vision dans la tourelle, par contre, hein. C'est une chose qu'il faut lui reconnaître. La tourelle est assez pratique au niveau du champ de vision. Elle est plutôt pratique pour ça. Alors, on va se remettre sur l'avant, qui est par là, je pense, voilà.
On va se mettre en vue extérieure. Et vous allez voir le système de rétractation. Normalement. Voilà. Et normalement, ça se referme. Ah, on ne verra pas. Tant pis. Ouais, il faut être à... faut voir un autre joueur rentrer dans la tourelle pour le voir correctement. Alors là, donc, on avait le cockpit. En dessous, avec la tourelle, l'autre tourelle, c'est exactement le même principe de fonctionnement. Donc ici, on va trouver de l'avionique, on va trouver quelques systèmes qui sont pas opérationnels, hein. C'est un vaisseau qui est sorti très tôt dans le jeu, donc il y a beaucoup de trucs comme ça, là, qui sont pas fonctionnels, hein. Les trappes ne s'ouvrent pas. Il y a beaucoup de trucs dans ce genre-là, malheureusement. Dès qu'on sort du cockpit, on arrive dans le quartier d'habitation. Alors là, normalement, vous avez une table, ici, là, au sol. Vous cliquez dessus, interaction, et la table sort du sol. Normalement, ça fonctionnait, il fut une époque, ça fonctionne plus maintenant. Ils ont nerfé ça, certainement pour économiser des ressources. Ici, vous avez les toilettes. Toilettes douches, hein, bien sûr. C'est Star Citizen, les inventeurs des toilettes douches. Non, je plaisante. Là, les casiers pour l'équipage. Alors, on remarque qu'il y a 5 casiers. Là, 2 racks d'armes. Et 4 lits. Alors, c'est des lits, normalement, escape pod. Ce sont des lits escape pod. Donc là, on a fait le tour de tout ce qui est quartier d'habitation. Et donc ici, on a l'airlock, donc un petit ascenseur pour 2 personnes. À 3, on peut tenir, mais ça commence à être un peu risqué, on va dire. Mais à 2, on peut descendre par là. Ça évite de se servir de la grande soute. Et là, on arrive justement dans la soute. De chaque côté, un airlock. Qui peut servir de sas de dock aussi. Ici, toute la collection de missiles. Vous voyez, il y en a quelques-uns quand même, hein. Donc 2 accès par échelle pour descendre dans la soute. Donc la soute, c'est la tranchée qu'on a ici, là, hein. Vous avez 96 SCU de cargo. Et d'ailleurs, une chose qu'on va regarder tout de suite. Le véhicule a 96 000 K d'inventaire pour l'instant. Ce qui est plutôt conséquent, hein. C'est même pour la catégorie, c'est plutôt balèze, hein. Et vous avez encore, vous voyez, des systèmes de composants, mais qui ne sont pas opérationnels. On ne peut pas ouvrir les trappes. Ensuite, on arrive dans ce qu'on pourrait appeler la salle d'ingénierie, où vous avez encore des composants. Beaucoup de composants. Et une fois qu'on continue et qu'on arrive ici, on arrive dans un endroit où en fait on peut monter à bord du chasseur Merlin. On va dire c'est la zone de dock, hein, la zone d'ancrage du Merlin. Voilà, et donc on arrive et on peut monter directement dans le cockpit. Alors c'est fonctionnel, mais comme c'est buggé 80% du temps, je m'en sers jamais, parce que c'est un truc à rester coincé. C'est loin d'être très OP leur système, hein, mais bon. Mais je reviendrai sur ce chasseur un peu plus tard. Donc voilà. Ah oui, vous avez aussi un accès en haut, là, un airlock ici, dans la zone de vie. Vous pouvez y accéder par là aussi. Ah bah tiens, j'ai pas montré comment ça s'ouvrait la trappe, les trappes sur le côté. Alors oui, la soute, elle a une particularité. Bah, je vais vous le montrer, on va le faire. J'espère que c'est fonctionnel, oui.
Voilà. La soute descend. Vous voyez, elle descend au sol, tout bêtement. Et il suffit de rappuyer pour le rappeler. Ce qui vous permet de décharger des véhicules. Vous pouvez rentrer un Ursa dedans. Un Ursa, ça rentre. Par contre, tout ce qui est Spartan, Ballista, là, vous pouvez oublier. Hein, ça frotte un peu, comme on dit. Hein. Ah oui, je voulais vous montrer la trappe extérieure. Donc, vous voyez, de l'autre côté, il y a un airlock aussi. Donc, il suffit de l'activer. Et il est très pratique quand vous voulez faire des sorties EVA. Voilà. Quand vous voulez faire une sortie EVA, bah, vous pouvez sortir par là. Et vous avez les deux côtés. Et si vous voulez faire un abordage réussi, bah le troisième airlock dans le quartier d'habitation peut causer bien des soucis. Donc celui-là, là, ici. Voilà. Et bien maintenant, on va faire décoller la bête. Puis on va tester un peu ses performances. On va voir un peu ce que vaut le monsieur. Donc il est considéré comme transporteur et vaisseau de combat. Enfin vaisseau armé, on va dire. Allez, c'est parti. Décollage. Donc là, on a les VTOL activés. Là, je prends un peu d'altitude. Voilà. Je me mets en vue extérieure. Donc, vous voyez sur les côtés, là, entre les moteurs et même à l'avant, là, on voit des cercles bleus un peu fluo, là. Donc, quand je rentre les VTOL, voilà ce qui se passe. Voilà, là, les VTOL sont désactivés. Là, je les remets. Les VTOL sont activés. Donc là, je vais les désengager. Et je vais rétracter les trains. Et vous voyez, le moteur inférieur se pousse vers l'arrière pour se mettre en configuration vol. Ça, j'aime bien, j'aime beaucoup ça. Je sais pas si ça rend bien en vue arrière. Ah là, on voit le chasseur Merlin qui est amarré en dessous. Et on va voir ce que ça fait. Voilà, on le voit avancer. Hop. J'active les VTOL. J'enlève les VTOL. Et on rentre tout. Ok. C'est parfait. On va aller prendre un peu d'altitude. On va se mettre à la limite des nuages. Voilà, je crois qu'on y est là. Oui, on y est. Alors, hop, on met le limiteur à fond et on voit à combien il monte. « 300. 352. Il est constant en accélération. 357, 358.
Voilà, il redescend un peu. Ouais, 352, 353. Ah, il remonte encore un peu. Ah, c'est parce que j'ai pris de l'altitude. Faut que je récupère un peu. Ah, par contre, dès qu'on change de cap, il chute, hein, il perd 10 mètres secondes comme ça en un rien de temps. Je mets le turbo. 420, 430, 430. C'est pas mal, hein? Alors, on va le remettre un peu à sa vitesse max SCM. Ah, il a dû perdre un peu là. On va le booster un peu. Voilà. Et là maintenant, c'est bizarre qu'il garde pas la... Si j'avais l'altimètre, ça serait pratique quand même. On va essayer. Allez, 330, virage à droite, à fond les ballons. Donc déjà, vous voyez que pour faire du roll, monsieur a du mal. Hein. Monsieur a beaucoup de mal. Hein. Une fois qu'il a lancé en vitesse, avec une vitesse importante, le roll, c'est pas son truc. Hein. Et on tente de lui faire demi-tour. Je reste appuyé à fond, hein, comme d'hab. Ok. Là, comme il va moins vite, il roule beaucoup mieux. Mais bon, dès qu'il réaccélère, on sent que c'est compliqué. Hein. C'est pas une bête de course, hein. Loin de là. Ah, 300. On va essayer de le faire rouler. Ah, par contre, si je ralentis, ah bah là, ça va beaucoup mieux pour le roll. Hein. Il est beaucoup plus disposé. Allez, je le réaccélère. Petit virage à droite, hein, on va essayer. Ouais, 330, allez hop. Par contre, il fait ça lentement, mais proprement. Donc il est lourdeau, mais il est constant dans la variation de cap. Ce qui est plutôt pas mal. Donc si vous n'allez pas trop vite, vous voyez, il roule beaucoup mieux. Hein. On va le tester un petit peu dans les montagnes de Clio, là. On va voir un peu comment monsieur se comporte. Alors avec les chasseurs, j'ai testé sur 300 mètres secondes. Là, on va pas le faire sur 300 mètres secondes parce qu'il va même pas rouler, quoi. Ça serait même limite un peu suicidaire de faire ça. Alors si, peut-être en découpler, mais bon. Le but, c'est pas de le forcer à se cracher, c'est de voir un peu ce qu'il peut faire en manœuvre assez facilement. Donc je vais le brider sur 200 mètres secondes, je pense que ça sera pas exagéré. Et il n'est pas sûr qu'il atteigne les 200 mètres secondes au ras du sol. Hein. Voilà, là il y a des jolies petites montagnes en face. On s'en approche tout doucement.
Voilà. Allez, on va briser la vitesse. Ah, un peu plus quand même. Voilà. Ah, elle était là. Voilà. 200 mètres secondes. Aura des pâquerettes. Donc là, je reste appuyé à fond. Je reste appuyé à fond. Allez, un petit survol de montagne. On va essayer de changer de cap. À fond. Si je roule. Ah, ça va un peu. Alors, il faut pas mal l'incliner. Hein. Alors, est-ce qu'il se comporte mieux si je mets les vétoles? Je reste appuyé à fond. Ah, c'est un gros bestiau hein, quand même. Hein. On le sent. Hein. On sent qu'il y a du poids là. Hein. Les 430 tonnes, on les sent bien là. Hein. Alors là, il a pris de la vitesse. Ah, il a dépassé un peu la vitesse. Voilà. Et dès qu'on change de cap... Oh là là. Il aime pas. Hein. Mais avec le Vettel, il y a comme une petite... Enfin, c'est à peine perceptible, mais il y a quand même une petite amélioration. Si vous inclinez le constel, et pour le faire changer de cap, avec les Vettel activés, ça a l'air un peu plus simple. À voir ce que ça va donner sur Microtech. Par contre, au niveau des rolls, je vois pas une différence flagrante. Hein. Mais on voit à la vitesse, hein, il est à 115, 112. Voilà, on n'est pas sur la vitesse que peut atteindre un chasseur. Par contre, une chose qui est sûre, c'est il freine très bien. Pour sa taille, je trouve qu'il freine plutôt pas mal. C'est pas un foudre de guerre, mais au niveau freinage, il est pas dégueulasse. Hein. C'est un vaisseau qui a du caractère, je trouve. Déjà, les moteurs, quand on les relance, là... Vous entendez? Ah oui, c'est... Alors par contre, le boost, c'est un boost long. Enfin, pas si long que ça, mais quand même suffisamment. Je le trouve pas hyper percutant. Je vois pas de grosse différence entre le mode normal et le mode boost. Bah, il y a un mieux, mais bon, sans plus, quoi. Le boost, c'est pas son point fort. Hein. Allez, on va aller le tester sur Microtech. On va mettre le limiteur à fond. On enlève le VTOL puisqu'on va dans l'espace. Voilà, en mode ascensionnel. Je bloque la vitesse. Et on va voir à combien il monte. Ouais, ici c'est bon.
grimpe, il grimpe, il grimpe. Limiteur à fond. Ouais. Limiteur à fond. 900, 910. Normalement, il est donné pour 911. Est-ce qu'il va le faire? Eh oui, il vient chatouiller le 911. Ça a clignoté. Il va peut-être l'atteindre. Allez, on sent, hein. Bah, ah, 909. 910. Allez, 911 peut-être. Il a pas l'air, hein. Il l'a chatouillé tout à l'heure, et puis là, d'un coup, il a changé de... Ah si, il revient sur le 911. Il le chatouille. Il le chatouille un petit peu, mais il ne le maintient pas. Donc on va plutôt dire 910. Hein. Plutôt 910. Alors maintenant, un petit tour sur Microtech. Le juge de paix. Détail très intéressant, les gouttes d'eau dans l'espace. C'est assez particulier ça. Bon, bah, s'il y avait des gouttes d'eau, à la vitesse où je suis arrivé, il ne doit plus beaucoup y en avoir là. Alors. On va éviter les rentrées atmosphériques un peu trop longues. On va tout de suite regarder où il y a une station, un avant-poste ou quelque chose de jour. Voilà, comme ça. Shubing Mini, Facility, SMO 13. Ah, Rayari Deltana. Rayari Deltana, apparemment. Oui, Rayari Deltana. Parce que le soleil se lève ici, donc ouais, si je vais par là, on devrait profiter d'un éclairage pas mal du tout. Allez, Rayari Deltana, Outpost. Data Center. Data Center. J'avais déjà fait celui-là, non? Oui. Peut-être par là, non? Voilà. Parfait. Parfait, parfait, parfait.
On va voir ce que monsieur a dans le ventre. On va aborder ça à une vitesse quand même raisonnable. On est sur une planète avec une atmosphère, donc activer les VTOL, ça peut être un plus. Là, je suis à 140, 150. Est-ce qu'il peut accélérer encore? Ouais, il va peut-être passer les 200. Ah oui, il passe les 200. En atmo, monsieur n'est pas feignant. Hein. 231. 238. On va monter, on va prendre un peu d'altitude. Allez, on change de cap. Ah, là, par contre, les changements de cap... Là, je reste toujours accéléré hein, pour vous montrer. Je suis à 206 mètres secondes. Je change de cap. Il est en accélération, enfin en poussée constante. Et ben, les VTOL aident un peu. Si je m'incline un peu, ça passe mieux. Il faut vraiment accompagner. Il faut rouler pour changer de cap. Il faut changer de cap. Voilà. Alors ensuite, là, hop, ouais, 250, 255. Ouais, il se comporte plutôt pas mal, hein. Avec les VTOL. Alors par contre, si je joue avec les moteurs, ah bah là ça va beaucoup mieux. Hein. Si vous jouez avec les moteurs, bah vous savez, pour la taille qu'il a, je le trouve plutôt sympa. Je le trouve plutôt sympa. Il est assez surprenant, Natmo. Il est assez surprenant, Natmo. Plutôt surprenant, oui. Alors, je pense que les VTOL là jouent quand même un rôle beaucoup plus important. Ils doivent avoir un effet
en atmosphérique beaucoup plus marqué que sur les lunes où il y a peu d'atmosphère. Là, les VTOL peuvent agir beaucoup mieux. Et donc, contrairement à Clio qui avait peu d'atmosphère, ici, le vaisseau se comporte mieux. Mais beaucoup mieux, hein. Beaucoup, beaucoup mieux. Donc, beaucoup s'interrogent sur l'utilité des VTOL. Et bien, sur certains vaisseaux, les VTOL, ça sert quand même à quelque chose. Ouais, c'est c'est assez surprenant sa maniabilité. Alors faut faire quand même gaffe, hein. Il va pas faire des virages serrés comme certains chasseurs, mais avec un peu d'habitude, on arrive à en faire quelque chose d'assez sympa. Par contre, les boosts en atmo là du coup sont pas trop mal. Ça l'aide à pas mal récupérer. Non, il est sympa, hein. Alors on va tenter quelque chose. On va tenter quelque chose. On va prendre de l'altitude. On va, ouais, on va pouvoir sauter là. On va voir s'il est capable de faire ce qui est marqué sur sa fiche de ses caractéristiques techniques, on va dire. C'est s'il est capable de se battre, ou du moins si un pilote seul peut arriver à s'en sortir à l'heure actuelle. On va essayer de trouver une petite mission beacon, une toute simple. On va essayer de trouver ça. Une dans les alentours, ça serait pas mal. Mission beacon, combat, l'autre va être... ça fait un peu loin quand même. Mercenaries... C'est vrai que sur Microtech, j'avais oublié, il n'y en a pas beaucoup des...
MRT, elle est où? Non, c'est de l'atmosphérique. VLRT sur Calliope. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de beacons. Ah, peut-être une autre. Ah, ça fait loin. Il n'y a pas autre chose là? Un mercenari. Alors déjà, Call to Arm, autant qu'à faire. Service beacon, toujours la même. Ok. Illegal monitor. Data skimmer. Ouais, tiens, on va essayer de faire une mission comme ça. Ça doit pas être dans ce domaine-là qu'il excelle. Mais on va voir. Je crois qu'elles sont buggées en plus, ces missions-là. Ah, c'est bon. On peut la faire. Ok, allons voir ça. C'est du côté de Calliope. C'est parti. Un petit coup de ping. Voilà, la station est là. Ah, je vois quelque chose par là. Allez, on fonce dessus. On va activer le gimbal, hein, parce que les 4 taille 4 sont en gimbal. On va forcer un peu sur l'armement, voilà, 155 coups. Quitte à faire ça, hein, faire ça bien. Ah bah voilà. Premier moniteur détecté. Voilà. Ah, ah, il y en a là-bas. Donc en effet, c'est un armement plutôt violent, hein.
Allez, le numéro 2. Non, si on changeait d'armement. Feu. Ah. On avait repéré autre chose tout à l'heure. Oh bon, on change pas une équipe qui gagne. Hein. Feu. Ok. Un Aurora Hélène. Ça vous donne une idée de l'armement de la bête. Hein. Bon, c'était un Aurora Hélène en même temps. Hein. Rien de bien méchant. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on va voir quelque chose de plus sympathique? Service beacon. Non, toujours le truc à 15 millions de kilomètres. Mais bon, ça vous donne un petit aperçu de l'armement. Alors par contre, on va aller voir en atmosphérique s'il arrive à s'en sortir. On va accepter l'offre du MRT, donc on va dire c'est des chasseurs légers, on va dire. Mais il peut y avoir du Cutlass, du Gladius, peut-être MRT, peut-être du Hurricane. Il risque d'être à 3 ou 4. Et on va voir s'il s'en sort avec le bouclier d'origine. Tout en sachant que c'est pas un vaisseau axé combat. Il est bien armé, oui, mais c'est pas un vaisseau vraiment adapté pour le combat. Alors on va sauter 1500, oui, on va passer par là. Ça a l'air d'être le plus proche. Go. Alors les deux tourelles, bon, font le travail. Hein, il y a un bon paquet de munitions, mais c'est deux tailles 2. Donc contre des chasseurs, les deux tailles 2 sur la tourelle, bah, il faut s'en méfier. Sur des vaisseaux beaucoup plus gros, mais bien sûr, l'effet est très limité. Hein. Ah, encore 200 bornes. Oh, 180, ouais, ça va. Alors par contre, voler en découplé avec un Constellation, un Microtech, ça nécessite d'être un très bon pilote. Hein.
Je m'y risquerai pas personnellement. J'ai pas la prétention d'être un bon pilote, hein. Loin de là. Et il fait quand même les 400, ouais, 400 mètres secondes. Ah non, il descend là. Ah, il remonte un peu. 386. Et je suis à 9000 mètres, presque 10 000. Voilà, je suis bientôt à 10 000. Ouais, presque 400 mètres secondes à 10 000 mètres. Ça va, c'est pas lamentable, hein. On va essayer de gagner un peu en altitude. Par contre, ici, bah, j'active les vétoles. Ça peut toujours être utile. « 420 à 12 000 mètres. Ah oui, quand même. Par contre, il gagne pas beaucoup à cette altitude-là, hein. On va mettre un petit coup de boost quand même. On va se mettre en vue extérieure. On va peut-être profiter un peu de la vue. Petit coup de boost. On voit à peine le sol, hein. On va peut-être commencer à faire nuit dans le coin là. Ah, par contre, je vais équilibrer l'armement, voilà. Je vais le mettre en neutre. On va voir comment il se comporte en neutre.
arrive bientôt sur site. Allez, on va aller voir ce qui se passe en bas. Alors en temps normal, j'attaquerai l'adversaire et je le forcerai à monter. Là, je vais peut-être faire un peu l'inverse. Je vais rajouter un peu de force sur les boucliers. Configuration du terrain, c'est assez plat. Mais il fait un peu nuit. Il va bien falloir se méfier. Normalement, à la vitesse où j'arrive, là, il ne devrait pas tarder à me loquer. Oui. Un Gladius. Ah, il a disparu. Et voilà. Take that. J'ai un cutlass aux fesses. Here you go. Alors ça, c'est très embêtant quand vous tombez sur un buccaneer. Shit. Shit. Mais rien n'est impossible. Hop, hop, hop. Faut lui rendre la monnaie de sa pièce.
Et voilà. Donc en PvE, en Atmo, il est possible de s'en sortir. On peut s'en sortir en Atmo. Ce qui en fait un vaisseau intéressant, on va dire. Alors en ce moment, le Constellation, il a un souci. Alors je ne sais pas si ça arrivé à beaucoup de joueurs, mais quand vous vous posez, il est préférable qu'il y ait un joueur qui reste dans le vaisseau. Parce qu'il a tendance à disparaître en 3.17. Alors ça m'est arrivé en 3.17.4. Je ne sais pas si ça arrive encore en 3.17.5. Mais on avait fait une tentative de tournage avec l'API. Et au moment où on s'est posé sur Microtech dans la Grande Brousse, et qu'on a voulu faire le tour du vaisseau à pied, ben, au moment où le dernier d'entre nous a sauté du vaisseau, ben, le vaisseau a des pop. C'était particulier là. Et ça nous est arrivé quelques fois. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, sur la 3.17.5, ben, je conseillerais de se méfier. On peut avoir un drôle d'effet. Alors, on est sur Calliope là, ok. Avec un peu de chance, on va se poser à Euterpe, tiens, pour changer un peu. D'ailleurs, Euterpe en 3.18 va être gratifié d'un circuit, il me semble. Alors, peut-être pas en 3.18.0, mais dans les patchs qui vont suivre, il y a fort à parier qu'ils implémentent des nouveaux circuits, et dont un à Euterpe. Je sais qu'il y en a un à Lorville, il y en a un à Desmar. Je crois qu'il y en a un à Harcorp aussi. Il me semble que j'en ai entendu parler d'un à Harcorp. Alors, Devin Scrab, oui. Machin. Ah bah on va aller là, tiens. C'est peut-être du côté éclairé avec un peu de chance. Allez go, on va aller voir. Ah oui, c'est du côté éclairé. Bon bah tant mieux. Alors je vais éviter de descendre du vaisseau, parce que si on a la mauvaise surprise, ça serait dommage, ça serait ballot. Ah, on va aller se mettre par là, là, tiens. On va aller se poser par là.
Ok, on coupe les moteurs. On a un joli point de vue là. Le panorama est sympa. Alors, pour conclure, le Constellation Andromeda de chez RSI. Alors, en starter pack, aux alentours de 320-330 euros, est-ce que ça vaut le coup? Je suis partagé quand je dis est-ce que ça vaut le coup? Parce que oui, ça vaut le coup. C'est un vaisseau qui est sympa pour faire du multi. Pour être à 3-4 dedans, il est très sympa. Euh, il est tanky, il est bien armé. Il a une soute qui est pas énorme, mais qui est pas négligeable non plus, hein. 96 SCU, c'est quand même un bon contenant, hein. C'est pas au niveau du MSR, qui est dans la même gamme, on va dire. Mais c'est supérieur à un Corsair. Donc il est entre les deux, hein. Il se situe un peu entre les deux au niveau cargo. Au niveau armement, bah pareil. Il se situe un peu entre les deux, entre le Corsair et le MSR, le Mercury Star Runner. Il se situe entre les deux au niveau de son armement. Au niveau de ses performances, bah, je serais tenté de dire pareil. Parce que ayant testé le Corsair et que le Corsair est plutôt pâteau, celui-là, j'ai l'impression qu'il se débrouille un petit, pas beaucoup, hein, mais un peu mieux. Un petit peu mieux. Euh, Par contre, le MSR est nettement plus agile, hein. Là, il n'y a pas photo. Niveau équipement vie à bord, là, par contre, je le situerai en fin de peloton. Je trouve que l'espace de vie intérieur est mal foutu. Les chambres, enfin tout ce qui est zone de vie, c'est franchement pas terrible. Par contre, son gros point fort pour moi, c'est le cockpit, le poste de pilotage. L'instrumentation, elle est top. Les écrans transparents, c'est très bien vu. Euh, L'instrumentation, ça, bon, bah, personnellement, ça me plaît parce que ça m'agresse pas l'œil. C'est pas comme le Corsair où c'est juste pour moi indigeste. Le MSR est pas mal aussi au niveau de l'instrumentation. On a une bonne visibilité. Bah, le Constellation, alors, il a des arceaux au niveau du cockpit de la verrière, bon, qui gênent un peu, mais on s'y fait vite en fait. C'est pas si gênant que ça. Il est costaud. Bah, je crois que dans la catégorie, c'est le plus costaud, le plus tanky. Donc, pour le prix, bah oui, c'est pas forcément une mauvaise affaire. C'est pas forcément une mauvaise affaire. En atmosphérique, il est assez maniable. Il suffit de pas faire le fou. Dans l'espace, bah, il est à peu près aussi maniable qu'en atmosphérique, hein, légèrement mieux quand même. Il est assez facile à prendre en main. Alors par contre, il a une inertie, même dans les manœuvres, qui est assez importante. Mais quand on y est habitué, on arrive à contrebalancer ça assez facilement avec l'habitude. Bah, c'est un vaisseau qui demande à être piloté souvent pour bien le connaître, par contre, hein. On gagne pas sa confiance comme ça, on va dire. Mais une fois qu'on est habitué à le piloter, bah, c'est un vaisseau qui est quand même fiable, qui fait montre de robustesse, pratique pour, euh, pour faire du petit cargo. Pour faire du transport de véhicules aussi, il peut être pratique, hein. Donc, comme je disais, un Ursa Rover rentre dedans, hein. Par contre, des véhicules terrestres plus gros, là, ça va être bah, comme les balistas, là, on peut oublier, hein, ça va poser souci de leur rentrer. Certains ont réussi, mais ils ont eu des problèmes. Voilà. C'est un vaisseau qui est surtout aussi fait pour jouer au minimum à 3. On exploite son plein potentiel quand on est à 3 dedans. Alors par contre, son point noir, pour moi, c'est son chasseur parasite. Pour moi, c'est... Alors, il a une utilité. Si vous êtes attaqué, bah, le gars peut décoller avec le chasseur et vous seconder pour vous défendre. Mais l'armement du Merlin est tellement négligeable. Puis c'est une feuille de papier, quoi. En fait, en plus, il n'a pas de moteur de quantum. Donc pour de l'exploration, il sert pas à grand chose.
Il permet éventuellement d'aller dans des endroits où le Constellation ne peut pas aller, des endroits exigus. Voilà, c'est la seule utilité. Mais par exemple, laisser le Constellation en orbite et descendre avec le Merlin dans un avant-poste, bah je vois pas trop l'utilité parce que le Constellation le fait très bien tout seul. Donc l'utilité du Merlin, pour moi, est négligeable. J'aurais préféré du cargo en supplément ou autre chose à la place que cette place qui est pour moi dommage, bêtement perdue. Mais c'est un vaisseau qui est quand même sympa. J'aime beaucoup, moi, j'aime beaucoup ce Constellation Andromeda. C'est un vaisseau que j'ai acheté d'ailleurs, hein. C'est un vaisseau que j'ai acheté. Alors en standalone, il est moins cher hein, qu'en starter pack, hein, parce que starter pack, bon 330, ça commence à douiller, hein, puis ça va encore évoluer les prix, hein. Mais ensuite, en standalone, il est quand même moins cher, mais ça reste cher quand même, hein. C'est un budget, hein, faut pas se cacher, hein. Mais il est sympa. Il est très très sympa. Et puis alors là, vous l'avez vu avec son armement d'origine, vous pouvez y mettre maintenant des Gatling, vous pouvez y mettre des tailles 5 sur les... Vous voyez les deux armes du dessus, là, vous pouvez mettre deux tailles 5 à la place. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je garde les repeaters en bas et je mets deux canons laser taille 5. Peut-être qu'en 3.18, je vais certainement mettre de la Gatling balistique ou du canon balistique, enfin on verra bien. Mais voilà, il offre certaines opportunités intéressantes, on va dire. Je le préfère très largement au Corsair, déjà rien que pour l'instrumentation de vol, donc tout ce qui est hub et tout ça. Et au niveau du maniement aussi, bah déjà les ailes du Corsair, je trouve que c'est un gros handicap. Alors c'est stylé, oui, c'est magnifique, oui. Mais en dehors de ça, bah, c'est pas très pratique. Là, quand même, on est sur quelque chose de compact, hein. On va dire c'est un gros Aurora. Ah non, c'est presque une injure de dire ça. Il est quand même nettement mieux que l'Aurora. Mais c'est vrai qu'on peut dire que c'est un gros Aurora au niveau du style, hein. Un très gros Aurora, hein. Mais moi, je le trouve pratique. Je le trouve très pratique. Et pour l'instant, il a un inventaire magique, on va dire, qui est conséquent, hein. Je fais mes déménagements avec, hein. J'ai pas besoin de prendre le C2. Quand je déménage tout mon stuff, ben, le Constellation suffit amplement et il me reste de la place, hein. Je pourrais faire deux allers-retours avec deux fois plus d'inventaire qui prendrait tout quand même, hein. Après, quand les inventaires seront physicalisés, ben, on va bien voir ce que ça donne, hein. Mais là, oui. C'est un bon père tranquille, mais qui cache bien son jeu. Quand il faut se défendre, ben, il le fait, et puis il fait pas semblant. Il peut faire des gros dégâts. Alors, il n'a pas la puissance de feu du Corsair, mais pas de beaucoup, hein. Il n'y a pas une si grosse différence au final, hein. Si je ne me trompe pas, le Corsair a des tailles 3 ou des tailles 4 sur les ailes. Bon, lui, il les a pas, mais il peut avoir quand même deux tailles 5. Et quand on sait ce que peuvent faire comme dégâts deux tailles 5, ben, Corsair ou pas Corsair, hein. Mais pour moi, son gros avantage, c'est son cockpit. Nettement plus agréable que le Corsair. Après, son désavantage, et là, peut-être que le Corsair passe devant. Bah, alors, le MSR largement devant, mais peut-être que le Corsair passe devant, c'est pour la zone de vie. Là, franchement, ça fait trop. C'est trop simpliste. Il manque des choses. Il y a des trucs qui sont pas cohérents. Alors, il sera peut-être retravaillé, hein, on verra bien. Mais clairement, enfin, les deux points noirs que je vois dessus, c'est bah, le chasseur parasite qui pour moi ne sert à rien. Je préférais avoir du cargo supplémentaire à la place ou une autre pièce, je sais pas. Et puis bah, son espace de vie et les chambres, là, c'est vraiment pas terrible, hein. C'est mal foutu. Mais en dehors de ça, le reste, bah, il fait parfaitement l'affaire, hein. Si on m'offrait un Constellation et si on m'offrait un Corsair, le Corsair, je le rends volontiers, mais je garde le Constellation. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je garde le Constellation. Largement. Et bien voilà.
On a fait le tour du propriétaire, du RSI Constellation Andromeda. Alors après, bien sûr, hein, c'est un budget, mais on peut le trouver in-game à pas trop cher à leur ville. Et bon, ben, on peut faire pas mal de choses intéressantes avec, hein. Je vous souhaite à tous une bonne journée et on se dit à bientôt dans le verse. Ah, ciao ciao tout le monde!